Je suis désolé d'avoir Je été très voudrais, très très je long, hein, voudrais mais je voudrais prendre contact avec Thibaut Canuti, là. J'ai entendu toute sa conférence. Allô? Oui, je vous oui, je entends, vous oui. entends, je vous Oui, entends tout à fait. oui. Je connais des gens qui sont dans ce mouvement d'appel guéri. Ouais. Ouais. Vous pourriez développer un peu, donner un petit peu d'éléments là-dessus, parce que apparemment, de ce que vous avez dit, il a profité, il a construit un château. C'est quand même, c'est quand même curieux sa démarche, hein. Bah, Je pense Et que oui. vous Donc, aurez pas mal et il paraît qu'il de... s'entoure de jeunes filles aussi, Oui, d'une oui, dizaine de filles. complètement. Comment? Complètement. On est vraiment dans un fonctionnement de type gourou Secte. et secte, complètement. j'aurais une question. Complètement, avec une Thib- partie des Moi, revenus qui je connais sont Patrice attribués directement au gourou. Je connais Patrice Galerzo, puisque j'assistais encore l'année dernière, avant le confinement. Je suis Robert Patard, vous me connaissez, Patrice? bien sûr, je te connais. Voilà, Très bien. voilà. Ok, je voudrais poser une question à Thibaut. Finalement, des sectes, bon, alors, la définition d'une secte, c'est pas très facile, mais là, je crois si on se rapporte aux actions, c'est-à-dire effectivement l'extraction d'argent, l'escroquerie financière, l'abus sexuel, et puis, attendez, je vais couper le micro là de Monsieur Fondacci parce que ça fait des. Voilà. Donc la définition de la secte en fonction des mauvaises actions, c'est assez facile. Mais néanmoins, est-ce que vraiment l'ufologie, c'est vraiment, ça attire les sectes plus que d'autres, parce il y a des sectes qui sont purement religieuses, il y a des sectes politiques. Est-ce qu'il y a moyen de classer un petit peu la dangerosité de l'ufologie par rapport aux Mais autres? en tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que là, je n'ai fait vraiment qu'effleurer dans mon livre. C'était pareil, hein, je veux dire, on pourrait, je pense, vraiment consacrer une somme à toutes les sectes ayant un contenu lié à des prétendus extraterrestres ou à des contacts d'outre-espace. Donc, c'est quand même majeur. Comme je le disais en début de conférence, la Nivilude elle-même a créé une catégorie des sectes ufologiques. Donc, je pense que c'est pas pour rien. Dans la Nivilude elle-même, la mission interministérielle de lutte contre les sectes, qui est vraiment quelque chose de typiquement français, hein. Quand la Nivilude crée une catégorie particulière pour les sectes ufologiques, c'est que il y a suffisamment de matière D'accord. Hmm. pour qu'elle soit catégorisée. Donc oui, je pense que ce qui attire avec ce sujet, encore une fois, c'est que c'est un sujet qui n'est malheureusement pas investi par la science officielle. Alors c'est peut-être en train de changer là. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer petit à petit là depuis quelques années. Certaines théories en physique, astrophysique, petit à petit là sont en train finalement À ce propos, Jean-Pierre, de donner un peu plus ou moins raison aux ufologues ou en tout cas à ouvrir des champs. Mais du coup, en l'absence de validation ou d'études académiques, ben, le champ est ouvert aux dérives sectaires, malheureusement. D'accord. qu'est-ce que vous pensez de ce que développe Jean? Vous m'entendez ou pas? Oui, vas-y, je Il y a t'entends, un oui. monsieur qui a commencé à parler, mais je l'entendais très faiblement. Je ne sais pas qui. Non, je vais donner la parole à Macha. Chantal. Chantal, oui. Vous savez qu'en 2000, alors les cercles, elles sont toutes. Oh là. Alors, on vous entend très mal, madame. Ouais, j'ai un ici, moi, hein. Je ne sais pas avec des coussins. Et En plus, travers. En plus, t'es de travers à 90 degrés. Pourquoi? Non, dis pas pourquoi, j'en sais rien. Mais je voulais vous dire qu'en fait, en 2011, enfin, les sectes, elles sont toujours très actives, que ce soit Raël et autres. En 2011, j'étais administrative d'un forum et Raël nous a fait un procès sur le dos. Hein. Parce qu'en fait, ils sont partout, c'est-à-dire qu'ils sont sur vos pages Facebook, dans vos groupes, dans vos communautés, ils sont aussi sur tous les forums. Ils savent très bien passer, ils savent très bien y faire. Et à partir du moment où ils se sentent diffamés, et qu'on ose dire en fait ce qu'ils valent, ils vous foutent un procès sur le dos.
Donc oui, ils sont très actifs. Et puis Thibaut, vous parliez des sectes, Moi, ufologiques. j'ai pas eu de procès. Quand mon premier bouquin est sorti, il y a un chapitre entier sur Raël. Ah non, ce procès-là, non, ça c'est sûr, on était relaxé et tout. Il m'a pas fait de procès. Il vous Mais a je suis pas prêt fait à y peur. aller, il n'y a pas Vous de avez eu de la problème. chance. Vous avez eu de la chance. C'est plus facile d'attaquer un forum en fait. Et parce que là, vous parlez des sectes ufologiques. Mais il y a aussi d'autres dérives qui sont moi j'appelle ça maintenant le nouvel obscurantisme en fait. Il y a de plus en plus de sectes qui se servent de tous les courants dont on parle en ufologie. C'est le cas par exemple des mouvements Reiki, des mouvements où on vous donne, vous allez voir au niveau vibratoire, tous ces trucs-là, sur le bien-être. Hein, on oublie d'en parler tout ça, mais ça existe véritablement. Et ça fait partie aussi des sectes qui petit à petit arrivent aussi en ufologie, parce que de plus en plus en ufologie, on parle de sujets qui n'ont strictement rien à voir avec l'ufologie, mais où il est très facile de rentrer aussi. Vous savez, Oui, il les y a êtres de beaucoup. lumière, il Oui. y en a énormément, énormément. Et on ne s'en rend même pas compte. Bah, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui veulent déborder de l'ufologie classique qui ne les intéressent pas tellement, en réalité, pour aller vers d'autres sujets plus mystiques, C'est bien, mais euh, ce n'est pas l'ufologie, soyons réalistes. Hein. Je veux dire, c'est ouais. l'entrée. Ouais, tu as raison. Mais il y a mélange, on ne peut pas facilement faire la frontière. On a la chance d'avoir Jean-Pierre Troadec, peut-être qu'il m'a envoyé des messages assez intéressants tout au long de la conférence. Peut-être que tu veux dire deux mots, Jean-Pierre? Oui, ben, moi je voudrais. Le son passe là, c'est bon? Très bon, oui. Ouais, on vous entend très bien. Moi je voudrais remercier Thibaut Canuti qui nous a dressé un tableau assez exhaustif de la situation. Mais effectivement, moi je différencie deux périodes, on va dire l'âge d'or des contactés américains, sur lesquels on retrouve en France des gens comme Pierre Monet, comme Rose C, par exemple. Et puis ensuite, on a tout le mouvement du Nouvel Âge, où là, on parle plutôt de gens qui sont en contact spirituel, en contact channeling avec des entités. Donc là, c'est autre chose. On a l'impression que le mouvement des contactés, il a un peu changé. Alors moi, le mouvement des contactés m'intéresse beaucoup. Bon, j'en ai rencontré beaucoup. On parlait de Genio Siragusa, je l'ai côtoyé. On parlait de Pierre Monet, je l'ai C'est côtoyé. Pierre Monet, hein, je pense que vous avez bien connu. Hein, Pierre Monet, Jean Miguer, que j'ai connu aussi. Bon, enfin, puis j'ai même eu des contacts avec des gens qui ont été dans l'entourage de Georges Adamski, par exemple. Alors tout ça fait qu'effectivement, on a toute une série de récits sur lesquels il n'y a pas véritablement de preuves. On peut prouver le tout et son contraire, mais c'est vrai que ça constitue, on va dire, un corpus assez intéressant. Et aux États-Unis, l'endroit où se tenaient les grandes rencontres avec Georges Adamski, avec Truman Bethurum, avec Georges Van Tassel, Giant Rock est un endroit qui existe toujours. Ah ouais, Il y a encore quelques amateurs qui vont là-bas. Et tout à l'heure, Thibaut, tu parlais de Van Tassel qui avait construit une sorte de monument, enfin de coupole, l'intégraton, qui permettait de régénérer le corps humain. Bon, ce monument existe toujours, il tombe un peu en ruine, mais il y a des fonds qui servent actuellement pour essayer de le remettre. Ce qui veut dire que quelque part, l'ufologie des années 50 est encore vivante aujourd'hui. Et puis l'affaire Adamski, qu'on croyait morte et enterrée, sur laquelle beaucoup avaient expliqué qu'il s'agissait d'un canular. On a l'ufologue français Michel Zirger qui vit au Japon, avec qui je suis en contact, et qui a republié récemment un ouvrage, l'affaire Adamski, l'enquête, si je ne me trompe pas de titre, dans lequel il fait une analyse assez poussée des documents photographiques d'Adamski, notamment des documents pris sur les lieux, non pas les fameuses soucoupes, les vaisseaux qui ont, eux, été démontés, comme étant sans doute des supercheries, mais les témoins qui ont assisté à la scène du contact d'Adamski, il y en avait 5, c'est quand même un cas assez symptomatique, on va dire, un témoin qui vit une scène un peu extraordinaire et 5 personnes qui assistent à cette scène de loin. Ces gens-là ont fait des photos du site au moment du contact. On ne voyait pas grand-chose sur ces documents. Et Michel Zirger, ces dernières années, a eu accès aux originaux photographiques sur pellicule argentique, a fait des agrandissements avec une technique très particulière, et il semblerait démontrer que les témoins ont en fait photographié des choses sans s'en rendre compte. Enfin, tout ça pour dire que le domaine des contactés est à la fois à la marge du dossier de l'ufologie, parce que bon, l'ufologie, on peut se lancer là-dessus avec les rapports officiels, les services de renseignement qui s'occupent un petit peu de ça, etc.
Puis de l'autre côté, on a le domaine sectaire qui débraye complètement à partir des cas des années 50 jusqu'au… Bon, tout à l'heure, tu parlais de Clément XV, l'antipape au Petit Vatican à Clémery. Bon, ces gens-là, effectivement, reprenaient un discours tout à fait ufologique. Donc, il y a une espèce de mélange sur lequel il faut être très prudent. Et effectivement, il y a un auteur qui a été cité tout à l'heure, c'est Cyril Le Tallec, qui n'est visiblement pas très connu des ufologues, mais qui a quand même fourni un certain nombre de documents, notamment un livre sur les sectes sous-coupiques, c'est le titre de son livre. Je m'en suis beaucoup servi pour voilà. la rédaction. Et effectivement, là, tu as eu raison, parce qu'il y a absolument tout dans cette affaire. C'est très documenté. Et alors, je terminerai juste par ce type d'anecdote. Par exemple, le cas Monet, que j'ai bien connu, Pierre Monet, j'ai enquêté pendant de nombreuses années auprès de lui. Bon, son histoire, on pensait l'avoir réglée, on pensait effectivement qu'il y avait une dimension fortement socio-psychologique, et c'est vrai, il a sans doute puisé beaucoup dans le cinéma de science-fiction de l'époque, mais il se trouve que dans les années 70-80, j'ai trouvé un témoin qui a non pas assisté à la scène, mais qui a revu dans le périmètre où Pierre Monet prétendait avoir vécu son contact, qui a revu un phénomène, un objet qui ressemblait étrangement à celui que Pierre Monet avait vu. Et ça se passe dans le même périmètre géographique, mais à 30 ans d'intervalle. Donc finalement, la doctrine de tout ça, c'est que on arrive à démonter un cas et puis quelque part, en grattant, on tombe sur des éléments qui nous mettent le doute. Alors globalement, bon, les sectes ufologiques, il n'y a pas de doute à avoir, ce sont des montages pour des raisons souvent mercantiles, mais là-dedans, il subsiste un certain nombre de cas sur lesquels il peut y avoir un doute et sur lesquels, moi, personnellement, je ne remets pas en cause la sincérité des témoins. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire, mais en tout cas, merci Thibaut de ton exposé très large et très magistral qui a permis de faire un survol, je pense, assez complet de cette affaire des contactés et des sectes ufologiques. Merci. Merci Jean-Pierre. Moi je distingue bien, hein, tu as raison de distinguer les choses. Il me semblait, comment dire, incontournable d'évoquer les contactés sur une intervention sur les sectes, même si, attention, voilà, Miguel ou Monet, pour citer que ces deux exemples-là, n'ont pas stricto sensu créé de mouvement sectaire, hein, c'est clair et net. Hein. Exactement. Donc il faut bien distinguer les choses, mais on est quand même souvent dans des… à la fois dans le contenu des récits, comme dans l'audience médiatique, l'aura, le charisme de certains de ces personnages, dans des points de départ qui sont assez similaires. Et quand on regarde… alors, Vaurillon, Raël, il y a vraiment là, maintenant, on a suffisamment de témoignages de gens qui racontent la genèse du canular. Donc, y compris même sa première femme, qui, je veux dire, j'ai cité son interview, elle explique très, très, très clairement comment, pendant très longtemps, lui-même n'y croyait pas, avant une dépression très, très importante, qui l'a petit à petit fait basculer dans la croyance à son propre récit, à sa propre histoire. Mais il y a quand même des choses, il y a une même matière. Il y a une même matière, sauf que pour les sectes, il y a la volonté de structurer, d'entraîner des adeptes, d'avoir une emprise sur eux, ce que n'ont pas fait certains contactés, ou n'ont pas eu le temps peut-être de faire certains contactés, mais il y a quand même des choses très très approchantes. Et en tout cas, les récits des contactés, notamment dans leur contenu, par exemple très très clairement apocalyptique, hein, ont inspiré les récits de certains gourous qui se sont lancés comme Isozen ou Raël dans des structures vraiment sectaires de manipulation mentale. Donc la frontière est ténue, quoi. Voilà. Tu as raison, ce qui est sûr, c'est que les gourous modernes, on va dire, ont puisé leurs racines. En fait, ils n'ont pas inventé grand-chose. Ils ont puisé leurs racines dans des récits beaucoup plus anciens, notamment les récits américains des années 50. Et puis, également, le cinéma. Moi, j'ai quand même remarqué qu'il y avait quand même un point de contact entre l'âge d'or du cinéma américain de science-fiction,
Le film le Ouais. plus connu, c'est le film de Robert Wise, Le jour où la Terre s'arrêta, tourné en 1951. Tout ufologue devrait voir ce film. Dedans, il y a absolument la genèse de tous les cas de contact figure dans ce film. Alors après, est-ce que c'est Hollywood qui s'est inspiré des contactés ou est-ce que c'est des contactés qui ont copié sur le cinéma? Tout ça se passe à la même époque, en Californie. On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose à gratter de ce côté-là. Oui, Ok, bien, merci. et puis c'est intéressant que tu cites The Day the Earth Stood Still, parce que moi j'ai remarqué en faisant des recherches là-dessus que vraiment ce qui caractérise aussi ces récits, c'est leur capacité à produire une synthèse, un syncrétisme, hein, vraiment entre différentes choses. Et c'est très intéressant parce que lorsque Klaatu, dans Le jour où la Terre s'arrêta, se mêle aux hommes, il ne prend pas n'importe quel pseudonyme. Je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Pierre, mais il se fait appeler Carpenter. Carpenter, c'est le charpentier. Oui, comme Jésus. Donc, il y a vraiment quelque chose, je veux dire, jusque dans ces petits détails-là. En plus, Klaatu va finir par mourir finalement un petit peu, puis renaître à la vie grâce à son robot. Je spoil hein, pour ceux qui ont. Mais il y a vraiment quelque chose qui renvoie à la geste christique, hein, voilà, clairement. Et je pense que les meilleurs récits sont les récits qui nous parlent des fondamentaux de notre civilisation. Donc des récits qui peuvent mélanger à la fois les traditions ésotériques, occultistes. On voit que beaucoup de contactés ou de gourous se sont emparés de contenus néo-évéméristes. La littérature de Charroux, de Sandy, de Tarade a été abondamment reprise très clairement par des gens comme Isozen ou Raël, surtout Raël. Donc ces récits font souvent la jonction. Raël, d'ailleurs, n'a de cesse que de parler de Jésus qui serait son demi-frère, d'autres prophètes. Ce qui est étrange, c'est de voir que finalement, les récits qui prennent le plus nous parlent finalement de ce qu'on est par tout un tas de prismes civilisationnels. Voilà. Ok. Isabelle, tu veux peut-être dire quelque chose? Est-ce qu'il me serait possible d'intervenir? Attends, Oui, après, moi j'ai le temps, hein, je parlerai après. Oui, c'est super allez-y. intéressant, merci. Allez-y, monsieur Patard. Oui, je voudrais d'abord remercier Thibaut Canuti qui a vraiment exploré tout ce qui c'est vraiment, il a brossé un tableau complet. Et, non, il y en a plein qui manquent. Je voudrais quand même, non, j'ai pas pu tous les citer, c'était impossible. Parler de l'ouvrage de Georges Metz où Robert Lortal témoigne c'est un enlevé aussi, et il témoigne apparemment, et il n'a pas été fondateur d'une secte, au contraire, ça lui a ouvert une démarche spirituelle, il a évolué dans la pratique du yoga, donc il n'a pas été vers ce genre de secte. Ok. Oui, vous êtes au courant? Non, heureusement. Oui, c'est bien. Oui. Heureusement, tous ne versent pas quand même dans la création de sectes, sinon ça serait. Ben voilà. Bon. Isabelle, tu veux peut-être poser une question? Oui, enfin non, question, c'est difficile à dire, mais bon, merci beaucoup déjà Thibaut pour cet exposé, parce que bon, c'est important de savoir que ça existe, même heureusement, c'est quand même pas la majorité. On a quand même beaucoup de gens qui sont sains d'esprit, heureusement, dans nos réunions. En tout cas, pour ce qui est, moi je parle pour les repas UFO hein, en général. Enfin, Chantal, je sais pas si elle est toujours là, je la vois plus. Elle a pris la parole tout à l'heure. Mais voilà, moi ce que je remarque à titre personnel, c'est que le mode opératoire de ces gens-là est le même à petite échelle ou à grande échelle. Moi je parle des pervers narcissiques manipulateurs dont on parle beaucoup dans les médias maintenant, on en entend parler à toutes les sauces. Pas faux. Mais en attendant, c'est la même chose. Si vous faites la liste de toute la façon dont ils opèrent, c'est ça. Et je me dis que finalement, s'il n'y a plus de personnes pour les suivre, bah, ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Donc voilà. L'idée, c'est d'informer comme vous le faites. C'est super que les gens sachent que ça existe. Et surtout, pas se laisser prendre au piège. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus d'auditoire, il faut qu'ils fassent.
Ils- Et surtout, moi, je vous dis, j'avais été frappé quand j'ai, encore une fois, hein, moi, j'ai vraiment essayé modestement. Je vous dis, ça a été fait de manière beaucoup plus exhaustive par Manuel Virotte, hein, et c'est très bien. Et puis, il y a certainement d'autres travaux qui vont suivre. Moi, je l'espère parce que l'histoire est importante, hein, sans quoi on retombe un petit peu dans les travers dans lesquels nos aînés sont tombés. Et même si, bah, voilà, comme disait Aimé Michel, ce qu'on sait sur ce phénomène tiendrait aisément sur un timbre-poste, c'est pas grave. Il faut quand même s'inspirer des travaux des anciens. Donc moi, j'ai fait ce bouquin aussi pour réhabiliter la parole des ufologues. Hein, ça me paraissait important. Mais ce qui m'a toujours étonné, c'est que, effectivement, mis à part Vallée, alors moi, je reconnais, je confesse un coupable attachement pour Jacques Vallée. Voilà, j'aime beaucoup Jacques Vallée. Je sais qu'il est, pour certains, assez controversé. Bon, ben voilà, moi, je lui. Et parmi les raisons qui me font aimer Jacques Vallée, c'est que c'est un des très rares ufologues. Je veux dire, faut dire ça. Qui s'est saisi de ce sujet-là, du sujet des sectes. Et moi, au fur et à mesure que, à mon, encore une fois, très humble niveau, hein, je ne me compare pas ni à Vallée, ni à d'autres grands noms de l'ufologie, je n'ai pas cette prétention-là, mais à mon très humble niveau, comme il se trouve que je suis formateur aussi et que j'ai donc l'habitude de dispenser des formations, de prendre la parole devant d'autres, je me suis vraiment... je me suis dit qu'on avait une responsabilité assez lourde lorsqu'on évoquait ces sujets-là. Et lorsque je vois l'état dans lequel ça peut éventuellement ou potentiellement mettre certaines personnes un peu fragiles, je me dis qu'on doit doublement faire attention à ce qu'on professe comme étant des vérités ou des révélations autour de ce sujet. D'où, moi, vraiment, avec Vallée et d'autres, hein, je dirais, Aimé Michel était aussi vraiment un exemple de ça, ma conviction qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, l'agnosticisme vraiment est une position plutôt salutaire. Ok. Je suis convaincu qu'il y a évidemment un reliquat de cas qui renvoie à quelque chose d'exotique. Il y a des. Moi, je te coupe un petit peu. J'ai deux questions. J'en ai une qui m'a été envoyée par écrit. Est-ce qu'il y aurait un lien entre les sectes ufologiques et le transhumanisme? Moi, je crois pas, mais enfin, bon, je laisse parler. Alors, un petit peu, j'en ai parlé pour Raël. Raël a quand même ce chic pour Oui. sentir un peu l'air du temps. Oui, Et effectivement, clonage, au travers de sa passion pour le clonage et pour la génétique, il a un petit peu ouvert la voie bien avant, effectivement, la vague actuelle de ce qu'on peut appeler le transhumanisme, vraiment là, de récent, hein, de ces dernières années. Il avait finalement senti là qu'il y avait quelque chose. Et c'est un contenu dont il évoque très, très, très fortement à partir des années 90. Donc il y a déjà 30 ans. Okay. Donc, de ce point de vue-là, sans doute aussi que les meilleurs des gourous sont ceux qui arrivent à raccrocher un peu à l'ère du temps et voire même à être dans le temps avant l'ère du temps. Raël, de ce point de vue-là, est pas mauvais. Quand même. Ok. Monsieur Gilles Durand. Oui, bonjour. Bonjour à Jean-Pierre Troadec, à Thibaut Canuti, à tous ceux que je connais ici, dont Rémi Fauchereau également. On est encore 13. Donc, oui, mais on a été 18 au maximum. Hein, quand même. Non, on était 22 maximum. 22, ah bon, d'accord. C'est formidable. Je ne vais pas regarder tout le temps le compteur. Bon, c'est bien, c'est génial. Oui, je voulais un peu voir certaines sectes que tu n'as pas abordées, Thibaut. Enfin, disons, j'ai déjà commencé par Isozène, parce que Isozène a quand même, c'est un gars assez particulier, parce qu'il enfin, c'est Bruno Bousquet qui en parle, et il a un peu trempé dans l'affaire D. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire, une rencontre approchée en 1955 dans le sud de la France. Donc, il a approché le témoin. Hein, donc, voilà. Donc, il a fait l'ufologie un peu aussi basique, hein, si j'ose dire. Et en fait, quand tu parles de Jonas qui était dans la secte Isozène, il faut savoir qu'ensuite, Futura 2000, il y avait aussi Jean Giraud, donc Moebius, qui en a fait partie.
Et donc, Futura 2000 est devenu ensuite Galacteus, et ils étaient à Bora Bora. Mais il y a un parallèle avec les Raéliens, parce qu'ils voulaient aussi construire une ambassade à Bora Bora. Il y avait déjà les plans, on peut voir, j'ai un énorme poster Galacteus où ils présentent cette future ambassade. Mais ça leur permet de lever des fonds. Le coût de l'ambassade qui ne voit jamais le jour, c'est remarquable pour lever des fonds. Oui, tout à fait, mais bien sûr, exactement. Exactement. Et alors, là, je pense que Patrice devrait mettre le lien que Bruno Mancusi nous a envoyé au SO. C'est l'émission Temps présent qui date de novembre 76, dont le titre était Ces choses que l'on ne s'explique pas. Et il y a toute une séquence sur Isozène et tous ces adeptes. C'est absolument faramineux comme truc. Je ne sais pas si tu l'as reçu. J'ai certainement reçu, j'ai dû le garder. Oui, ça serait bien de mettre le lien sur OVNI Paris. Ah oui, d'accord. Franchement, c'est super intéressant. Parce que là, en temps réel, je ne vais pas y arriver. Non, je ne peux pas en temps réel, sur OVNI Paris quand on aura le temps. Parce que franchement, c'est très intéressant par rapport à ce que disait Thibaut. Sinon, pour ce qui est du temple solaire, Dimambro avait créé en France, à Annemasse, une association qui s'appelait donc le cercle c'était l'avènement du New Age en fait. Je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, c'était dans les années 80. Et c'est ensuite qu'il a créé donc Golden Way, qui s'appelait en fait Golden Way Sirius. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, il y a des gens dont tu n'as pas parlé, mais moi je les connais bien parce que j'ai été infiltré dans la secte pour essayer de faire un peu exploser tout ça. C'était l'UKLB. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Alors, l'UKLB, c'était l'Uxul Club, le club des surhommes. Alors, Uxul Club, ça devait sonner comme Ku Klux Klan, en fait. Oui, c'était d'extrême droite, hein, c'était évident. C'est un dénommé. Ils savent parfaitement que je ne suis pas. C'est un dénommé Monet, là aussi. C'est un dénommé Monet. Oui, un autre Monet, oui, mais avec un autre Monet. Qui se présentait comme étant l'arrière-petit-neveu du peintre, hein, en fait. Alors, lui, il avait vraiment compris le principe que Appellieri ou que Raël ont mis en œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, il attirait c'était un mec qui était totalement ordinaire, tout le temps mal fringué, rien à voir avec Appellieri ou Raël, qui sont un peu des surhommes, justement. Des stars. Et lui, c'était vraiment le commis voyageur, tu vois, le mec imperméable gris, enfin voilà. Mais il avait, alors donc il était la réincarnation du Christ, évidemment. Sa femme était, elle, la réincarnation de la Vierge Marie, donc ils couchaient ensemble, donc il y avait un petit peu d'inceste là-dedans. Hein. Quand même, c'est là, problématique. On est mal barré. Et donc, en fait, il avait 3 ou 4 femmes autour de lui. Voilà, il y en avait une, c'était Isis, l'autre, c'était Ishtar, enfin, etc. C'est pareil, Isis et Ishtar. Oui, bah voilà, oui, mais c'était 2 différentes, comme ça, il en avait une de plus dans son lit, si j'ose dire. Mais enfin, c'était incroyable parce que il mettait des petites annonces dans les revues d'arts martiaux pour recruter des membres. Voilà, tous les mecs qui faisaient du karaté, du judo, etc. Voilà. Alors, il avait recruté énormément de personnes d'origine africaine. C'était assez bizarre, mais bon, quand tu connaissais ses idées, c'était pas vraiment le cas. Mais lui, il était dans la guerre. C'était un peu comme le gourou cosmoplanétaire de Castellane. C'était la guerre interstellaire. Voilà. Il y avait les Dénébiens, il y avait les. Voilà. Lui, j'aurais pu en parler. Il y avait des aussi, millions de morts tout le temps. Hein. Ouais, c'était Star Wars, quoi. Et il y avait des millions de morts toutes les semaines, à chaque fois, parce qu'on avait des réunions à peu près tous les 15 jours, dans un café, dans l'arrière-salle d'un café à Paris. Parce qu'il c'était à Paris, hein, il était parisien. Et en fait, il nous annonçait donc que les Dénébiens, c'était les grands ennemis, hein, les Dénébiens. Donc, il y avait eu 3 millions de morts. Enfin, bon, voilà. C'était pas comment il pouvait y en avoir encore qui subsistaient, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des millions de morts, il n'aurait pu y avoir personne sur la planète qui tourne autour de Dénèbres. Voilà. Enfin, voilà. Mais c'était ça, ce genre de. Mais juste pour finir, il y a eu, dans les années 2000, une association c'était pas vraiment une association, c'était plutôt un site internet qui s'appelait UFOWars, qui était dirigé par un certain monsieur Schmitt.
Et ça s'est très mal terminé pour lui. Ça s'est terminé avec une intervention du GIGN à Vendeuvre. Parce qu'en fait, il avait séquestré 2 personnes, dont une est connue, hein, elle s'appelle Stéphane Dier, hein, voilà, dont le pseudo est François Westmuller. Et voilà, ça s'est terminé avec une intervention du GIGN. Mais quand tu parlais aussi de Cergy Pontoise, il y a eu une déclinaison de Cergy Pontoise. C'était la secte Spirale, hein, qui était à Élian dans le Finistère. Donc créée par Jean-Pierre Prévost, l'un des protagonistes. Oui, tout à fait. Et dont il y a une, si tu veux, il en reste quelque chose, c'est la société des maisons d'hommes, ces maisons qui tournent avec le soleil, qui ont été créées par Patrick Marcilly, qui était un adepte de cette secte. De Spirale, ouais. Voilà. C'est pas une idée vraiment originale, les maisons qui tournent avec le soleil. Oui, bien sûr, mais, on est d'accord. Bon, et pour finir avec 2 choses, il y a quelqu'un qui serait intéressant de creuser sur. C'est quelqu'un qui se faisait appeler l'ange Cyclamen. Ah, la planète Cyclamen, je connais. Oui, l'ange Cyclamen. Et donc, il y a une vidéo sur l'INA de lui, un interview fin des années 50, début des années 60. Et ce gars-là, il prétendait être descendu de Vénus, hein, être lui-même un extraterrestre. Et en fait, il aurait donc créé une secte, mais qui a peut-être avorté, je ne sais pas. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui est un bon candidat à la secte. Et quelque chose d'intéressant aussi, de voir que dans une revue américaine ou canadienne anglophone, je ne sais plus trop bien, d'août 1947, un lecteur a envoyé un courrier à cette revue en démontrant que la vision d'Ézéchiel était une vision d'OVNI. On est en août 47. Donc juste... ouais. Et ça, c'est intéressant. Ça va être reprise par un ingénieur qui s'appelle Robert Blumry, je crois. Merci, monsieur Gilles Durand. Je vous en prie, cher monsieur le directeur. Spaceship to Ezekiel, qui va reprendre ça. Ce qui est clair, Gilles, c'est que c'est pour ça, quand on me disait très gentiment que j'avais fait un portrait très exhaustif, c'est pas de la fausse modestie lorsque je disais non, il n'est pas exhaustif du tout. Mais il y en a plein dont on n'a pas parlé, qui existent. Hein. Je veux dire, j'aurais pu faire le double, le triple du temps. Attention, tu vas faire 3 volets de ça. Hein. Faire un volet 1, 2 et 3. Hein. Pour ceux qui veulent creuser le truc, Jean-Pierre Troidec a cité effectivement l'historien, je crois que c'est Cyril Le Tallec, ça fait longtemps que je me suis penché là-dedans. C'est un des très rares bouquins, c'est un bouquin assez court, assez ramassé, c'est un petit livre, il doit sans doute se trouver encore, qui est à ma connaissance, un des très rares ouvrages, vraiment bien documentés, consacrés exclusivement à cette question des sectes sous-coupiques, ufologiques. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est un sujet, tout à l'heure, ça rejoint la question que me posait Patrice Galactéros. Est-ce que tu es sûr que finalement que c'est une catégorie qui a été si prolifique que ça? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Je pense qu'il y a tout un tas de bonnes raisons pour expliquer ça. Le fond religieux, le désenchantement du monde, peut-être, qui fait que... Sans doute. Il y a tout un tas de raisons à la fois philosophiques et civilisationnelles. Et puis, je pense que c'est surtout un champ libre. C'est un champ qui est laissé libre par les instances académiques. Et donc, à partir de là, l'ufologie étant elle aussi souvent reconnue ou présentée comme une science d'autodidacte, finalement, comme une pseudo-science pour certains, parascience pour d'autres, d'autodidacte. Tout le monde a finalement un droit au chapitre en ufologie, et c'est très bien. C'est d'ailleurs ce qui la rend belle à mes yeux aussi. C'est que c'est aussi quelque chose qui est finalement profondément citoyen, l'ufologie. Populaire. Voilà, et populaire. Et moi, j'étais un des premiers à reparler dans mes bouquins justement du poids qu'avait la CIBI dans les années 70 dans le milieu ufologique.
parce que c'est aujourd'hui complètement oublié. Oui, oui, Et je suis puis moi, je d'accord. venais d'un milieu populaire où la CB, c'était important. Mon grand-père était routier, utilisait beaucoup. Enfin bref. Et tout ça pour dire que ça explique sans doute aussi le fait que ce champ-là, particulièrement de récits au contenu ufologique, ait été comme ça autant mis en avant. Et puis sans doute aussi qu'il y a aussi un pouvoir vraiment qu'on mésestime, parce que je pense que ça soit Rémi Fauchereau, Gilles Durand, Jean-Pierre Troadec et d'autres qui se trouvent là autour de cette table virtuelle, on essaye tous avec nos différences, bien sûr, mais d'avoir quand même, je pense, une vision un peu dépassionnée, un peu rationnelle, un peu, comment dire, un peu sereine, hein, de ce phénomène, même si on peut avoir chacun nos convictions, c'est en tout cas ce qui nous caractérise. Mais moi, je suis surpris par le fait que beaucoup de férus d'ufologie sont capables, comme l'évoquait Vallée, d'avaler des systèmes de pensée entiers, d'avoir des convictions comme ça très, très chevillées au corps. Et je me méfie toujours de ça. Et d'ailleurs, dans mes bouquins, je dis que ça affecte aussi les sceptiques, dans le sens inverse, à l'exception notable, et je l'ai toujours dit, des sceptiques pragmatiques, qui se sont toujours conduits différemment dans cette affaire-là. Et je l'ai écrit même dans mes bouquins, donc Merci. je suis cohérent. Je dis ça parce que justement, tu es là, Gilles. Mais je l'ai vraiment développé dans mes bouquins où je consacre un petit chapitre au sceptique pragmatique. Je me rappellerai toujours, moi, d'un long interview que j'avais fait à Perpignan avec Thierry Pinvidic, que j'admire beaucoup, moi, pour son intelligence, son côté vraiment brillant. Et je me rappelle, à la fin, il avait passé 2 heures à m'expliquer pourquoi il était un sceptique pragmatique, finalement. Et à la fin, je lui demande, mais est-ce que tu gardes quand même une petite porte ouverte sur le fait de te dire que peut-être tu t'es trompé et puis que finalement ces ovnis ils sont vraiment là et puis qu'ils sont vraiment exotiques et avec une confondante naïveté, il m'avait répondu mais bien sûr que oui, évidemment, oui, je garde une petite porte ouverte, j'ai aucun problème avec ça, sur le fait de dire que peut-être au milieu de tout ça, il y a vraiment des choses. Et voilà, moi j'aime bien quand on a. C'est ma nature, hein. Moi j'ai pas trop de convictions chevillées au corps. C'est pas une posture. Je n'ai pas grand-chose à dire sur la nature du phénomène. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est porteur d'un profond phénomène, un puissant phénomène de suggestion des individus. Voilà. Je pense que ça fonctionne particulièrement avec ça. Et je m'inquiète, moi, de voir certains discours qui sont assez banalisés. Je pense à des discours notamment autour des enlèvements. Je pense au bouquin de Jacobs qui a été récemment publié en langue française, Une marche parmi nous, que je trouve, je trouve que ce sont des bouquins assez anxiogènes qui, mis entre de mauvaises mains, peuvent susciter la peur. Et la peur, c'est un moteur profond pour susciter l'endoctrinement. Ce qui est très étrange, c'est que dès les années 50, on disait qu'il marchait déjà parmi nous. Mais c'était, entre guillemets, des sauveurs. Justement, il devait nous éviter la guerre atomique, la destruction atomique, etc. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ils marchent parmi nous, mais ce sont quasiment des ennemis, quoi. Ouais, on est revenu, si on s'intéresse au cinéma américain d'extraterrestres, moi que je trouve aussi très très porteur de sens, on est revenu finalement à cette situation un petit peu de la fin des années 50 et du McCarthyisme, où finalement l'extraterrestre, dans les films de cette époque-là, cesse d'être un extraterrestre tentaculaire, très exotique, assez repoussant, pour devenir, c'est l'époque de Invasion of the Body Snatchers, le voisin d'à côté. En fait, c'est la paranoïa anticommuniste. C'est une métaphore, oui, c'est une métaphore. Mais il nous ressemble trait pour trait, finalement. Voilà, c'est ça. Il ressemble à n'importe qui. Ça peut être votre voisin. Il a certes le petit doigt en l'air pour qu'on le reconnaisse. Mais enfin, il ressemble trait pour trait à un humain, il marche parmi nous.
Et je pense encore là-dedans que ce type de secte peut encore ressurgir. Je pense que même si c'est plus trop en vogue aujourd'hui, je ne crois pas que c'est impossible qu'un jour on va ressurgir des choses comme ça. Bah, si on regarde le cinéma en ce moment, les séries, il y a énormément de films d'horreur. C'est peut-être un tiers de ce qui sort. Et donc, je pense qu'effectivement, ça peut ressortir. Ouais. Ça peut ressortir. Ouais. Est-ce que je peux intervenir à propos de la secte du Temple solaire? Il faut savoir que rapidement, parce qu'on va peut-être conclure la soirée. L'origine il est issu de la franc-maçonnerie, de l'ordre du rite écossais rectifié. Donc, il avait une culture ésotérique et une certaine culture qu'il a pu développer à travers son mouvement. Bien sûr. Ok. Ben oui, que ce soit Mambro ou Jouré. Alors, on ne va pas parler de grands initiés, mais ce sont des gens qui ont effectivement trempé dans des traditions ésotériques, maçonniques, rosicruciennes, indiscutablement, qui s'en sont moi-même, je sais inspirés. Que la franc-maçonnerie, puisque je suis au rite écossais rectifié, qui est un rite christique, avant tout. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc, moi, c'est quelque chose que je connais bien aussi, même si j'en suis pas. Et donc, qu'est-ce que vous pensez aussi de la démarche de Jean-Pierre Petit en tant que scientifique? Là, on sort quand même un peu du sujet. Du sujet. On sort du sujet, mais quand même, je vais répondre très vite. Jean-Pierre Petit, c'est vraisemblablement un immense scientifique, un génie, quelqu'un qui a un esprit vraiment puissant, qui aura certainement contribué à des découvertes importantes, ou en tout cas à des travaux importants. Par contre, tout semble indiquer que ce soit un type qui gagne vachement à pas être connu, quoi. Il est assez infect, en réalité. Et quand je le vois faire, quand je le vois interagir et que je vois le mépris qu'il anime, mépris pour tout ce qui n'est pas finalement travaux de sciences dures, de façon générale. Donc déjà, lui, les sciences molles, les sciences humaines et sociales, ça n'existe pas. C'est bon, ça n'a aucun intérêt. Ça me pose déjà un petit peu problème. Longtemps, j'ai pensé que c'était le système qui l'avait éjecté finalement d'une étude MHD, qu'il aurait pu d'une manière ou d'une autre piloter ou suivre. Aujourd'hui, j'en suis à me demander si finalement il n'est pas un petit peu l'artisan de ses propres malheurs. Alors sans doute qu'on a dû à un moment donné se dire que ça serait mieux de récupérer le truc sans lui, mais sans doute aussi que déjà à l'époque, on a dû dire finalement il est définitivement trop chiant et il faut qu'on fasse le truc sans lui, parce que ça va être impossible avec lui. Et il y a des gens comme ça, hein, c'est malheureux, hein, mais je veux dire qu'ils peuvent être à la fois brillants et assez infects à titre perso. Donc voilà moi ce que je vois de ce monsieur que je ne connais pas, hein, par ailleurs. Hein. C'est l'avis de plusieurs personnes. Je ne vais pas donner de nom. Mais je n'en doute pas, ne manquerait pas de me conchier s'il avait simplement la moindre connaissance de mon existence, qui à mon avis n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas persuadé que ces découvertes scientifiques dans les sciences dures vont marquer l'humanité. Je crois qu'il n'a rien découvert du tout. Enfin, c'est mon point de vue. Tu sais que Janus et les univers gémellaires, et là, il y a un débat en ce moment. Un petit peu. En tout cas, sur certaines amorces qui seraient des formes de validation de ce qui ferait un grand plaisir aux défenseurs des Zoomites. Mais là, on rentre dans un autre débat. Est-ce que la science n'est pas en train de dégénérer? Voilà, bref. Ceci dit, lorsqu'on parle de Jean-Pierre Petit, on n'est pas tant que ça hors du sujet. Regardez comment finalement se comportent ceux qui croient dur comme fer aux Zoomites et à l'effondrement donc prévu, qui est une annonce d'apocalypse, hein, et à l'effondrement prévu donc pour 2021, vous n'êtes pas si loin que ça d'une secte. Oui, là, je parle vraiment aux initiés, ceux qui savent les dernières annonces. Les ouvrages de Tipote, comme je sais plus comment mais bien. C'est 2024. 2024. Ils n'ont pas. Là, maintenant, les toutes dernières annonces, non, c'est corrigé pour avril 2021. C'est les tout derniers tweets d'OAY quelque chose.
je veux dire, ces gens-là, enfin, beaucoup de ces gens-là, je ne veux pas tous les mettre dans le même sac parce que mais moi, je m'y promène un petit peu avec l'intérêt de l'historien et presque du sociologue en herbe amateur, si je puis dire, pour voir un peu ce qui s'y dit, et je suis étonné là aussi de l'absence de recul, c'est-à-dire que beaucoup, je ne dis pas tous, mais beaucoup de ceux qui traînent dans ces milieux mythes, je veux dire, ne se posent plus la question, n'ont aucun doute. Ils savent que tout ça est vérité, que les Oumites annoncent l'apocalypse. Ils en sont, je veux dire, lorsque le fameux compte Twitter Oumite, par exemple, like une vidéo sur YouTube d'un oiseau qu'on entend chanter, à réfléchir, à ergoter pendant des heures sur qu'est-ce qu'il a voulu dire, pourquoi a-t-il liké ça, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire en termes de philosophie. Ce sont des gens qui sont complètement ils ont déjà perdu dans une certaine mesure leur libre arbitre. Et finalement, je retrouve ça à chaque fois qu'on parle croyances fortes aux ovnis, aux extraterrestres et à des entités de ce type-là. C'est donc que c'est quand même en germe, sauf que je pense que ça dérange un peu tout le monde. Enfin, tous les ufologues qui s'intéressent à ça, sans doute, n'ont pas voulu aborder ce sujet-là parce que c'est pas très chouette de se dire ça. Mais n'empêche que c'est la réalité. Ouais, Humo, il y a beaucoup de partisans. Je suis d'accord. Et les partisans, effectivement, c'est une histoire fascinante. Hein. Les Oumites, c'est une histoire que je trouve fascinante. Là, il y a vraiment, je veux dire, j'espère qu'un jour, on découvrira de cette histoire qui dure quand même depuis là maintenant une soixantaine d'années. Hein. Donc, si Canular il est quand même extrêmement sophistiqué, plutôt réussi, dense, étoffé. On parle d'environ 5000 pages de lettres dactylographiées avec un contenu assez étonnant. Mais voilà, ça porte encore une fois en germe. Ça m'étonne même qu'on n'ait pas créé. On aurait pu créer une superbe secte autour d'Humo, avec les révélations d'Humo, le contenu là qui est textuel en plus d'Humo, c'est une évidence. Et quand je vois encore une fois certains zoomophiles aborder ça, je me dis qu'on n'est pas si loin de. La partie apocalyptique, oui, c'est sûr qu'elle se développe pas mal hein, en liaison avec Humo. Complètement. Les scientifiques reconnaissent quand même maintenant, découvrent de plus en plus de planètes qui pourraient recevoir la vie. Donc, la Terre n'est pas le centre du monde. Il y a vraisemblablement d'autres civilisations. Vous avez raison, monsieur Patard. Là-dessus, il règne même un consensus scientifique pour tout le monde est d'accord avec ça, je pense. Ah oui. Il y a 20 ans, 30 ans, personne n'y croyait, mais maintenant tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire, Patrice? Tu vas jouer de la pipeau? C'est pour frapper les mauvais élèves. Ils ne sont pas concernés. Bon, bah, écoutez, moi, je veux bien continuer. Moi, franchement, ça ne me gêne pas. Est-ce que les rencontres ufologiques sur Paris vont reprendre oui, tu as raison. Revenons au business un peu. Oui, normalement, je veux faire repartir ça en septembre avec une conférence de M. Bertrand Meheus. C'est ce on était d'accord sur la date, début septembre. Ensuite, il y avait une conférence de prévue en octobre. Bertrand Meheus, c'est à ne pas louper. Hein. C'est vraiment un monsieur d'une érudition. Comme on dit, c'est du lourd. C'est du très très lourd. C'est vraiment du très très lourd. Alors, on a un style très différent, Sylvain Matisse, qui va nous parler des OANI. Il y a Rémi qui nous montre quelque chose. Oui, alors Rémi. Qu'est-ce qu'il nous montre, Rémi? Oui. Vas-y, mets-le à l'écran. Pour remettre le micro de M. Fauchereau. Il faudrait que tu parles, Rémi. Oui, oui. Rémi est en train de nous montrer la dernière parution de Meheus à l'œil du Sphinx, chez mon ami. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. C'est à peu près là, oui, tout à fait. On va pas très bien parce qu'il faudrait... Merci Rémi Fauchereau d'avoir montré ça parce que c'est déjà Philippe Marlin, c'est un ami. Et il a rencontré
Bertrand Meheust au Salon des littératures maudites que j'ai monté à Charleville-Mézières, à l'époque où j'étais à Charleville-Mézières. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et Meheust lui a dit qu'il y avait tout un tas d'articles qui lui semblaient encore dignes d'intérêt, mais qui ne se trouvaient plus, qui étaient plus réédités nulle part ailleurs. Et c'est vraiment au Salon des littératures maudites que j'ai eu le privilège de créer et puis d'administrer pendant quelques années, que la rencontre s'est faite et que donc ce bouquin est né. Et moi, j'ai une immense admiration pour l'érudition de Bertrand Meheust. Et en plus, il est très sympa comme monsieur. Une fois qu'on a un peu percé l'armure, il s'avérait que… L'armure n'est pas très épaisse. Hein. Voilà, une fois que… Non, mais c'est pas très humain comme garçon. Voilà. Il s'y connaît beaucoup en politique du 19e siècle, tout ça. J'ai assisté à une de ses conférences, c'était sensationnel. En plus, c'est un très bon orateur et un très bon conférencier. Alors, pour revenir à la question de Robert, oui, on reprend à la rentrée, c'est l'idée, puisqu'on a normalement, on devrait avoir la possibilité de se rencontrer dans des salles sans toutes les précautions qui nous empêchent de le faire à l'heure actuelle. Voilà, mais je vais faire encore deux, trois conférences, vidéoconférences. Si ça me plaît, je peux peut-être continuer. Je vais voir. Ah oui, c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que ça permet de discuter. Voilà, ça permet aux gens d'Annecy de participer et pas de monter à Paris, quoi. Voilà, ça économise un billet de TGV. Ça évite de prendre le train, oui, c'est pas mal. Si je puis me permettre… Toi, tu es à Lyon, c'est pas loin. Ça fait mais quand même. 1h15. Oui, si je puis me permettre, Patrice, par contre, tu aurais intérêt à utiliser un système qui s'appelle StreamYard. Je connais, oui. Qui, à mon sens, est meilleur que Zoom, qui nécessite une installation d'un logiciel quand même sur un ordinateur. Tu as raison, ça doit freiner pour nous, les gens. C'est peut-être pas un problème, mais je t'assure que ça peut freiner tout un tas de gens. Ouais, l'avantage de StreamYard, c'est que tu diffuses en flux continu, à la fois en direct sur une chaîne YouTube, instantanément, pendant que tu fais ton émission. Tu la diffuses d'emblée en direct, elle est déjà mise sur YouTube, et tu peux également la diffuser sur les réseaux sociaux via Facebook. Pour ne pas le citer, c'est le moyen qu'a utilisé Pascal Fechner et le MUFON France pour ses récentes vidéos qu'il a lancées pendant le confinement, dont une à laquelle, enfin même plusieurs à laquelle j'ai participé. Et d'un point de vue technique, honnêtement, c'est vraiment super bien foutu. Et peut-être ça aurait vocation à ramener un petit peu plus d'audience. Ouais, il n'y a pas cette hypothèque de l'installation du… Je suis entièrement d'accord, ça doit freiner les gens parce que dans ma famille, pour d'autres choses, j'ai voulu leur faire travailler par Zoom. C'était toute une galère pour arriver à leur faire. Et j'étais là pour les aider, quoi. Donc, et pourtant, c'est quelqu'un qui a travaillé chez IBM, alors ça aurait dû faire plus facilement. StreamYard, je l'ai essayé. On l'a essayé d'ailleurs avec, je crois que c'était toi, Gilles, et ça n'a pas marché, tu te souviens? Non, moi j'avais quand la première fois pour Bluet.io, c'était Zoom déjà. C'était Zoom dès le début. Ah moi, oui. Ah oui, sinon c'est avec. C'est l'ancienne version de Zoom d'ailleurs. C'est avec François que j'ai essayé StreamYard, puisque c'est Pascal qui me l'avait inventé. Donc je lui ai dit, effectivement, tu n'as pas besoin d'installer de produit, c'est du web, purement et simplement, c'est une application web. Et puis ça permet effectivement de router directement dans Facebook. C'est le grand avantage. Et dans YouTube. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est là que, pour le pire et pour le meilleur, tu as l'audience. Hein. Ouais. Eh ben, je vais réessayer. Parce que je suis tombé sur des problèmes techniques, je n'arrivais pas à le faire vraiment fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Mon ordinateur, c'est un Windows 10 à jour. Eh ben, ça ne marchait pas. Contacte Camille Foucard, parce que c'est pas Fechner. Il faut rendre à César ce qui est à César. À Césarine. Il faut rendre à Césarine ce qui est à Césarine. C'est Camille Foucard. Qui est très doué en informatique, qui maîtrise ça très bien et qui pourra je suis sûr, t'aidera, je n'en doute pas, à maîtriser certains aspects que tu méconnaîtrais ou que tu maîtriserais mal. Bon, de toute façon, j'ai pas investi beaucoup dans Zoom. J'ai pris l'option de base. C'est pas cher, hein, donc même si je le laisse de côté. C'est bien pour les réunions, c'est pas mal pour les réunions, comme ça on se parle, c'est assez cool, quoi. Moi je m'en sers beaucoup pour le travail. À refaire de temps en temps, Patrice, c'est pas mal. De temps en temps.
Ok, je ferai peut-être si j'ai du courage, mes petites présentations qui me manquent, astronomiques et Ouais. astronautiques Ah, et bah oui. ufologiques. Ok. Bon, merci. Merci Ouais, beaucoup. je vous remercie tous. Merci à tous. Merci à tout le monde. C'était Faites, super. Merci à- faites Merci à pas. tous. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À très Merci, bientôt. au revoir, bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était sympa de voir tout ce monde, Rémi, Isabelle, et puis Jean-Pierre qu'on voit, Ouais, voit ouais. pas, quoi. Ça a fait Moi qui plaisir. passe derrière Mais chez il moi. y avait Ludo, on était plus au début, hein. Il y en a Oui, qui ont oui. déconnecté. Dommage, Ah oui, mais bon, Oui, c'est pas grave. On n'est plus que 12. Moi, j'aurais bien aimé que Tiopolski À bientôt. parle, mais bon, parce que comme c'est le prophète de l'astronautique, ça, Tiopolski. Et c'est un alias qui est intéressant. J'étais Bon, un allez. peu long aussi, Ah, hein. oui. Il faut que j'apprenne à faire plus court aussi, hein. Mais bon, c'est un sujet qui est un peu dense. Mais non, c'est toujours très Non, ça intéressant. valait le coup, vraiment, c'était Ouais, ça, bien. Mais là, tu vois, Passionnant, il faut pas oublier qu'on n'a pas besoin de prendre la voiture ou le métro ou je ne sais quoi pour rentrer chez soi. Là, on est Ouais. chez C'est soi. vrai. Ouais, mais sauf que je peux pas déballer la librairie du Sceau, c'est ça le Merci, problème. c'était passionnant. Bah oui, c'est dommage, hein. Bah Mais voilà. tu veux vendre des bouquins, faire un peu de Oui, réclame. c'est ça, ouais. J'en ai quelques-uns autour de moi, là, si vous voulez. Non, sauf que ça, c'est les miens. Bon, bah ok. Allez, cette fois-ci, ciao. Allez, bonne Allez, bonne nuit, soirée au à tous. revoir. Bye bye. Merci.